Et donc après avoir évoqué les différentes attaques ransomware de cette année, on va maintenant aborder l'écosystème qui finalement fait la réalité de ces attaques sur le terrain. J'ai la chance d'intervenir aujourd'hui avec Marine Martin, avec qui on va se passer la parole, et je suis moi-même Jérôme Billois. Alors, on a voulu, pour traiter ce sujet, le présenter finalement sous la forme du cycle d'une attaque. Comment est-ce qu'une attaque se déroule? Et on va suivre ce cybercriminel que vous voyez à l'écran et qui a décidé d'attaquer un certain nombre de cibles pour réaliser du profit. Et donc Marine, comment est-ce que se passe le début de cette attaque? Alors le début commence avec le premier acteur. Ce premier acteur, c'est le revendeur d'accès ou Initial Access Broker. Ce revendeur d'accès est un spécialiste des vulnérabilités et dans la recherche de failles, puis il transforme ces vulnérabilités ou ces failles en accès persistant qu'il revend ensuite sur le marché noir. Les prix de revente varient entre quelques milliers à plusieurs centaines de milliers de dollars, et ce qu'il fait pour les obtenir en général, c'est qu'il utilise du phishing, des botnets ou des accès RDP compromis. Ces accès RDP dont on voit l'évolution très forte sur le marché noir avec une forte demande sur le graphe. Et donc après avoir obtenu les clés d'un certain nombre de systèmes, il faut que le cybercriminel construise son infrastructure. Et là, il va faire appel à d'autres fournisseurs de services. Il y en a deux, les hébergeurs bulletproof qui résistent aux demandes juridiques, et puis les fournisseurs de systèmes d'anonymisation et en particulier les VPN. Alors ces offres-là, ils sont finalement très dispersés, ils sont assez agiles, ils sont assez dynamiques sur le marché, mais ils proposent quand même des offres très professionnelles. Vous le voyez à l'écran, on a par exemple une console d'administration qui permet de créer des serveurs, ou encore une publicité pour un service de VPN malheureusement bien connu, qui d'ailleurs s'est fait démanteler récemment, et qui faisait une publicité très très professionnelle, mais sur des forums de cybercriminels. Et ces hébergeurs, ils sont aussi en mesure de masquer leurs traces, parce que finalement, ils savent utiliser tous des principes de société écran, un peu comme dans la finance quelque part, pour être capable d'avoir des offres qui résistent aux différentes requêtes judiciaires ou aux différentes investigations. Et alors, quelle est la suite? Donc la suite, c'est le groupe ransomware qui intervient. Ce groupe ransomware, en général, il propose 4 types de services selon son niveau de maturité. Le premier, c'est qu'il fournit une plateforme. Le second, il fournit le code malveillant. En troisième, il peut également fournir la négociation ou une aide à la rançon. C'est le cas par exemple du groupe Sodinokibi, qui en échange prend entre 1 et 4% du chiffre d'affaires. Ou alors, il y a encore le blanchiment qui peut être proposé comme service par ces groupes. Les groupes les mieux structurés et organisés se présentent un peu comme des PME du crime. Et on peut prendre le cas de Revil, qui a plus d'une dizaine de développeurs au sein de sa structure. Alors, ces 10 développeurs, cette structure, finalement, cette PME, on voit qu'ils s'organisent typiquement sous forme d'offres commerciales. Vous le voyez à l'écran, on voit différentes offres de services, différents packages, avec différents services techniques, des niveaux de profondeur technique, mais aussi des services fonctionnels. Vous avez, justement, on l'évoquait, les problématiques de rançon, les problématiques de support, les problématiques d'échange avec les cibles. Et ensuite, une fois que vous êtes abonné à ces plateformes, vous avez accès au back-office, au système de gestion, qui, on va le voir avec celle de Jokeru, est finalement très professionnel. On voit un tableau de bord, où est-ce qu'on en est sur le nombre d'infections, où est-ce qu'on en est sur les demandes de rançon en cours. On peut voir également la liste des victimes, où est-ce qu'elles en sont dans le processus d'infection, dans le processus de négociation, quel est finalement les différents rapports d'activité pour gérer sa plateforme vraiment comme une PME du crime. Et on voit aussi des modules qui permettent d'automatiser, de faciliter la création des attaques. Alors ça, c'était une plateforme de ransomware qui ciblait plutôt le grand public. Parce qu'on a eu dans l'année passée une vraie tendance pour aller vers des parties de publication de données. Vous savez, des attaques mixtes qui à la fois bloquent les systèmes, mais aussi vont demander une rançon pour ne pas divulguer sur Internet ces données. Mais il faut des plateformes pour divulguer. Et donc les cybercriminels ont ajouté, comme vous le voyez là, c'est la plateforme d'Egregor, des modules qui permettent de révéler les données volées et des modules très professionnels pour faire payer, parce qu'on le sait, les monnaies numériques et typiquement le Bitcoin restent le moyen numéro 1 du paiement, c'est pas forcément évident. Et donc il y a des vrais services de back-office qui se sont créés avec les modules que vous voyez là de négociation ou de chat encore.
On constate encore plus aujourd'hui que ce marché est en forte croissance, mais il est dominé par quelques acteurs qui sont parmi les plus recherchés. Parmi ces acteurs, on peut citer Egregor, bien sûr anciennement Maze, Ryuk et Sodino Kibi. Ryuk fait, on estime, près de 180 millions de dollars de bénéfices sur ces attaques ransomware. Ensuite, il y a un certain nombre d'acteurs qui sont en train de monter en puissance, comme Ragnar ou Thanos, et enfin de nouveaux acteurs qu'on qualifierait d'émergents, comme c'est le cas pour Xinov. Donc une fois que notre cybercriminel a choisi sa plateforme, il va s'entourer, il va finalement autour de lui agréger un certain nombre de compétences pour pouvoir réaliser concrètement l'attaque et devenir des affiliés de cette plateforme de ransomware. Donc il faut des compétences très variables. Ces différentes personnes vont être rémunérées par un pourcentage sur les rançons. Alors on est sur un modèle un peu inversé de celui des stores classiques. Les stores classiques gardent 30%, et bien là c'est les cybercriminels qui eux ne reçoivent que, entre guillemets, 30% de la rançon, à savoir qu'ils sont capables de monter en grade progressivement et puis finalement de maximiser leurs gains petit à petit. Et donc aujourd'hui il y a une course, et on l'a bien vu sur ces derniers mois, pour les grandes plateformes de ransomware à recruter des affiliés. Et vous voyez ici typiquement une publicité publiée par le groupe Darkside que Marine nous mentionnait et qui va mettre en avant leur cible, même leur éthique par rapport à ce type d'attaque, les niveaux de rémunération et les niveaux de compétences techniques attendus, avec, on croirait presque lire des fiches de recrutement classiques qu'on pourrait trouver sur Internet. On termine souvent avec le blanchiment. Le blanchiment, c'est beaucoup d'acteurs impliqués, qui se décompose en deux étapes. Une première étape qu'on qualifierait de Bitcoin mixing. Cette étape consiste en fait à morceler la somme en Bitcoin en plein de petites sommes pour mieux brouiller les pistes. Ensuite interviennent des acteurs qu'on appellerait les monnaies mules. Ce sont en fait souvent des acteurs qui sont des personnes totalement lambda, vulnérables ou victimes d'arnaques ou de tentatives de chantage, qui vont transformer le Bitcoin en argent, en virements internationaux, en biens de luxe ou électroniques. Et du coup, on sait que aujourd'hui, les cybercriminels sont eux aussi affectés par la crise sanitaire, puisqu'ils ont de plus en plus de mal à trouver des monnaies mules pour blanchir cet argent. Et comment tout ça finit? Vous avez vécu le cycle de l'attaque, ça finit comme ça, avec des mariages de luxe, des voitures de luxe, des piles de billets. C'est ce qu'on pourrait croire. Mais non, comment ça finit? Ça finit quand même en étant inculpé et en étant sur la liste du Most Wanted par le FBI, car effectivement, tout ce qu'on vous a présenté, c'est exclusivement des activités criminelles qui sont répréhensibles et qui donnent lieu à de nombreuses enquêtes et de nombreuses interpellations de la police. C'est également ce qui va être évoqué dans la partie juste après.